Première escale de cette émission 5 sur 7 matin en thème de chronique. Évidemment, c'est bien évidemment santé qui aborde la question de la fistule obstétricale. Je vous l'annonçais, considérée comme une maladie de la honte. Comment prendre en charge cette pathologie pour pouvoir alléger la tâche morale de ces centaines de femmes qui souffrent de cette pathologie et qui sont à tort ou à travers considérée, ou cette pathologie évidemment considérée à tort ou à travers comme une malédiction divine. On en parle avec Angela Kwega et son invité. Tout de suite, santé. Angela Kwega, bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Vous nous avez beaucoup manqué par ici. C'est vrai? Beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. Eman, Et c'est un bonjour. plaisir de vous revoir par ici. J'espère que vous vous êtes bien Il fallait reposé. un peu de repos. J'espère que ça a été bien reposant. Oui, J'espère que vous avez assez. repris beaucoup de force. Hmm. En tout cas, On dirait. pour nous les redonner par ici sur 5 sur 7 matin. On est prêt à recevoir la décharge électrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis émue par tant de mots à mon endroit. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir donc de vous retrouver. Aujourd'hui, mardi, Herman vous l'annonçait, nous allons nous occuper de notre santé comme on a pris l'habitude de le faire. Bonjour donc à vous et bienvenue. Et c'est au cœur des ménages que nous sommes allés chercher aujourd'hui la maladie, ce dont nous allons vous parler. La maladie décime beaucoup de couples et survient généralement chez la femme. La fistule obstétricale est l'une des complications invalidantes de l'accouchement, donc de la grossesse. Et avec nous, pour nous éclairer, Dr Magloire Yevi. Il est urologue, andrologue en service au CNHU HKM de Cotonou. Bonjour docteur et merci de votre soutien conditionnel, j'allais dire, sur cette rubrique-là. Bonjour. Herman, on a changé un peu de tête. Habituellement, vous avez Serge en face de vous. Là, c'est un autre confrère, il s'appelle Herman. Comment allez-vous, docteur? Je rends grâce à Dieu. Je pense que je le vois depuis peu sur 5 sur 7. Oui, c'est un grand Je sportif. suis un abonné fidèle de 5 sur 7. Ah, ça fait plaisir de vous savoir. Depuis Tunis, je vous ai bien suivi. Merci beaucoup. Merci de toujours nous suivre et surtout merci de toujours répondre à notre invitation. À 6 heures du matin, il faut laisser beaucoup de choses. Oui, c'est un plaisir. La communication fait partie de nos prérogatives en tant qu'enseignant universitaire. C'est ça. Oui. Alors, au-delà de nos frontières, on parle de la fistule obstétricale en des termes et en des chiffres, disons, effroyables. Oui. On a parlé de millions même en Asie. Chaque année, on parle peut-être de milliers, j'en sais rien. Je voudrais qu'à l'échelle béninoise, donc du Bénin, à l'échelle du Bénin, que vous nous parliez de la fistule obstétricale. Oui. En chiffres. En chiffres d'abord. Oui, en chiffres d'abord. J'aurais aimé définir en premier, mais Non, toujours on parle aller des chiffres d'abord. d'abord. Parce que déjà, mon collègue parlait de centaines. Okay. Je voudrais... L'OMS estime qu'en Afrique subsaharienne et en Asie, il y a 2 millions de femmes qui sont porteuses permanentes de fistules obstétricales et que chaque année, on a plusieurs centaines. On n'a pas le chiffre exact parce que, comme vous le savez bien dans les pays en développement, qui sont ceux qui ont les cas de fistules obstétricales, les statistiques ne sont pas souvent très fidèles. Mais au Bénin, on a environ 200 cas par an de fistules qui surviennent. Les cas qui sont dans les maisons et qui n'ont pas été pris en charge, les porteuses permanentes de fistules obstétricales, peuvent se compter par milliers. Parce que ces femmes ne se manifestent pas. Ces femmes, il faut aller les chercher pour les trouver. Il faut, dans ce cas-là, il y a des organisations gouvernementales. Herman parlait de maladie de la honte. Oui. C'est pour cela que les femmes ne sortent pas. Elles sont souvent répudiées par le mari. Pathologie stigmatisante. C'est ça. Voilà.
Donc, imaginez une femme au foyer avec des enfants, un mari, et qui se met à perdre des urines, qui s'écoulent en permanence. Et elle va commencer à sentir les urines. Elle va être mouillée tout le temps, elle va devoir changer ses couches. Et son mari, quand il s'approche d'elle, va sentir les odeurs de l'urine, ses enfants. Si elle était une revendeuse, quand elle va au bord de la voie pour vendre, quand les clients s'approchent, elle va sentir de l'urine. Quand il y a un attroupement au village, en famille ou au folklore, et elle se présente, elle va sentir de l'urine. Alors, de façon spontanée, elle va avoir de la réticence à se rapprocher de son mari, de ses enfants, et de ses parents, et de Elle ses choisit amis. de se rendre coupable Elle se met en retrait Oui. de façon spontanée. Et si elle ne se met pas en retrait, elle est rejetée par le mari, rejetée parfois par les enfants et par la société. C'est Donc ça. du coup, c'est une pathologie vraiment triste, stigmatisante, humiliante. Et j'allais dire que, je dis souvent que ces femmes voient leur dignité s'écouler par le bas. Et c'est vraiment très, très, très triste. Et on n'en parle pas beaucoup et ça explique aussi pourquoi on n'a pas les chiffres exacts, puisque ces femmes-là vivent vraiment en retrait, oui. elles n'en parlent pas. Donc, nous allons maintenant essayer de définir ça. Tout à l'heure, vous avez commencé par parler de l'urine qui s'écoule. Il va falloir faire la différence entre, justement, il y a une autre maladie dans laquelle on a des écoulements d'urine. Voilà, Oui. et la fistule obstétricale. Oui. Alors, la fistule obstétricale, pour la définir de façon très simple, est une pathologie, une situation pathologique qui se manifeste par un écoulement des urines par le vagin de la femme ou un écoulement des selles par le vagin de la femme, secondaire à un accouchement difficile et prolongé. Voilà. Donc, il peut s'agir d'un accouchement par voie normale, naturelle, ou par césarienne. Vous voyez? Et cet accouchement va se compliquer d'un écoulement des selles et ou des urines par le vagin et en permanence. Voilà. Je vais juste tout de suite écarter les écoulements d'urine par le vagin. Bon, les écoulements d'urine en général, qui peuvent survenir lors de ce qu'on appelle les incontinences urinaires, qui peuvent être des pathologies neurologiques. Vous voyez, la miction est commandée par les nerfs connectés à la colonne lombaire. Donc, lorsque vous avez une maladie de la colonne, lorsque vous avez une maladie neurologique ou même une maladie au niveau du cerveau qui gère toute la commande neurologique, vous pourrez avoir une incontinence urinaire. Je ne sais pas, il y a une maladie là où le Incontinence urinaire, des fois. oui, le col tombe, le col de Le l'utérus. prolapsus, Voilà. du col de l'utérus. Quand vous toussez, vous pouvez aussi faire écouler des urines. Oui. C'est des maladies qu'il faut différencier. Il faut différencier de la fistule obstétricale. Il y a ce qu'on appelle les cystocèles, c'est-à-dire les descentes de la vessie, qui font que la vessie descend dans le vagin. C'est des femmes qui, lorsqu'elles font la toilette le matin ou lorsqu'elles envoient le doigt dans leur sexe, elles sentent une boule qui apparaît, qui est souple, qui est comme un petit ballon. D'accord? C'est la vessie qui descend dans le vagin, ou carrément l'utérus qui descend en portant avec lui la vessie dans le vagin. Donc la vessie, lorsqu'elle change sa position naturelle, on parle de position manométrique, de pression, il y a une incontinence qui est associée à cela, parce qu'elle n'est pas dans sa position pour se comprimer et chasser les urines vers dehors. Donc cette migration de la position de la vessie va entraîner une incontinence urinaire. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Les infections urinaires chez la femme peuvent donner des pertes d'urine sporadiques. Les accouchements multiples, les femmes multipares, les femmes qui ont beaucoup. Mais tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la fistule. C'est pour cela que j'allais les sérier, mais comme on a des nuances. On fait pêle-mêle, donc j'essaie de faire. Mais aujourd'hui, on parle de la fistule obstétricale, cette complication qui survient lors de l'accouchement. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la césarienne, mais en fait, il faut peut-être préciser, je vous laisserai le soin, que c'est parfois parce que l'accouchement a trop duré. C'est-à-dire le travail d'accouchement a trop duré, la femme n'a pas pu avoir ce soin obstétrical très tôt, à temps, et donc il y aura, ça va survenir. Complications. Voilà. Oui, bien sûr, quand c'est secondaire à un accouchement,
Et quand on parle d'accouchement, c'est les deux. Mais dans les césariennes, on peut avoir ce qu'on appelle des lésions iatrogènes, c'est-à-dire secondaires à la chirurgie. Ça peut arriver. C'est pas classique. Donc la césarienne aussi peut donner ça. Il faut pas que les femmes commencent à avoir peur de la césarienne. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Que ça survienne par un accouchement normal ou par la césarienne, c'est une fistule. C'est à prendre en charge. Mais la fistule, on appelle la césarienne, c'est rarissime. Nous avons de très bons gynécologues au Bénin, très bons gynécologues. C'est ça qu'il faut préciser. Oui, non, ça c'est parce que, il faut expliquer que j'en parle. Ce n'est pas, combien de femmes ont de fistule après la césarienne? On en compte vraiment. C'est vraiment minime. Minime, très Donc, minime. le problème, c'est quand vous devez être césarisé et que vous n'avez pas vite. Voilà. Tenez, je vous raconte une petite expérience que j'ai vécue la dernière fois. Bien sûr, je m'apprêtais à voyager quand on m'appelle d'un hôpital de la place. Une femme qui a déjà eu 5 accouchements et qui tombe encore enceinte alors qu'on lui a dit qu'il ne faut plus tomber enceinte. Elle tombe enceinte, elle va prier, on lui dit, madame, on va prier pour vous, vous n'aurez pas la lame. Elle s'est entêtée, ils ont prié. Qu'est-ce qui est arrivé? Rupture utérine avec éclatement de la vessie en chauffleur. Wow. Donc, c'était terrible. Donc, j'ai dû rebrousser chemin pour réparer. Sur ce coup, nous sommes avec les gynécos. Donc, on a dû reconstruire la vessie et ils ont dû enlever l'utérus. Oui. Wow. Donc, cette femme, au mieux des cas, aurait eu une fistule. Ce ne sera pas dû à la césarienne, mais au retard qu'elle a eu, au refus qu'elle a manifesté vis-à-vis de la césarienne. C'est ça. Voilà. Donc finalement, lorsque le trou va se créer, tout à l'heure, vous avez dit que la fistule, c'est un trou. C'est un trou qui se crée entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin. Je vous permettez, je vais expliquer un peu comment ça survient. Lorsque le moment de l'accouchement arrive, l'utérus se déforme pour laisser descendre le mobile fœtal. Et pendant cette descente, vous avez la vessie qui est à l'avant-cour du pelvis, le rectum qui est à l'arrière-cour, avec des limites osseuses en avant qu'on appelle le pubis, qu'on touche en bas lorsqu'on met le doigt, et en arrière, le coccyx. Alors, le geste à faire pendant l'accouchement, c'est de vider la vessie. Lorsque la vessie n'est pas vidée, et que pendant la descente, la présentation, c'est-à-dire soit la tête du bébé ou la présentation potalique, comprime le vagin contre la vessie et la vessie contre le pubis en avant, ou comprime le vagin contre le rectum contre le coccyx en arrière. Cette compression, pendant une longue durée, lorsque l'accouchement va mettre du temps, va entraîner un défaut de circulation de sang au niveau de ce point de contact. C'est comme quand on met un garrot ici, là. C'est comme si on met un garrot sur la vessie, sur le vagin, et qu'on comprime très fort, le sang ne circule pas. Et quand ça dure, la partie où le sang n'a pas circulé va se nécroser, va mourir, en termes plus simples, et tomber. On parle de chute d'escar. Cette chute d'escar va favoriser une communication anormale entre la vessie et le vagin. Et lorsque les urines descendent des reins dans la vessie, elles vont s'écouler spontanément dans le vagin. Ou, de l'autre côté, vers l'arrière, lorsque les selles arrivent dans le rectum, puisque le canal se sera créé entre le rectum et le vagin, il va y avoir un écoulement permanent de selles du rectum vers le vagin. Donc c'est un phénomène qui s'explique, contrairement à certaines conceptions. Voilà. Vous nous avez déjà parlé des manifestations du coup à travers cette explication. Donc, pour savoir si j'ai la fistule obstétricale, par exemple, c'est que après l'accouchement, je commence à avoir des pertes d'urine. Des urines par le vagin. Par le vagin, ou des selles. Des selles par le vagin. Et ou les deux. Parce qu'on peut avoir dans des cas où on a les deux. Voilà. Et comment est-ce que vous, finalement, vous allez poser le diagnostic? Le diagnostic se pose sur les femmes qui, après un accouchement, ont des écoulements d'urine ou des selles dans le vagin. Lorsque nous les recevons, nous allons leur faire ce qu'on appelle un examen sous valve. On les met en position gynécologique, on met des valves pour examiner le col, la paroi antérieure du vagin, la paroi postérieure du vagin, pour rechercher l'écoulement des selles ou des urines. Et on peut s'aider par des manœuvres qu'on appelle les épreuves de bleu. On envoie du bleu dans la vessie et le bleu s'écoule dans le vagin. Le bleu envoyé dans la vessie s'écoule dans le vagin. Cela veut dire qu'il y a une communication anormale, ce qui n'est pas naturel bien sûr, entre la vessie et le vagin. Ou
on peut objectiver l'écoulement des selles en examinant l'intérieur du vagin. Alors, les téléspectateurs peuvent se demander pourquoi j'ai ramené un urologue, un andrologue pour parler de la fistule obstétricale, alors on parle d'accouchement et peut-être que voilà. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la prise en charge. Et donc, une fois donc, que vous avez posé le diagnostic, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que la femme peut finalement guérir de cette pathologie? Et vous allez essayer de dire pourquoi, justement, c'est vous que j'ai ramené ici sur ce plateau pour en parler. La prise en charge des fistules, l'expertise de la prise en charge des fistules est pour les urologues parce que c'est nous qui nous occupons de la chirurgie du vagin et de la vessie et en partie du vagin à cause de cette pathologie. En fait, il faut dire que la gynécologie et l'urologie sont des frères jumeaux, d'accord, qui habitent ensemble dans le pelvis de la femme, les urologues dans l'avant-cour et les gynécologues au centre de la cour et les proctologues dans l'arrière-cour. Donc du coup, nous sommes des voisins, des amis, des frères, on s'entend très bien. Il n'y a aucun problème entre les gynécologues et les urologues. C'est pour cela que toute pathologie qui met en connexion les organes que nous prenons en charge nous amène à collaborer pour avoir de bons résultats. Donc, une fois que la vessie est touchée, une fois que des complications surviennent sur les urètres, sur le vagin, en communication avec la vessie, cette spécialité qui s'en occupe, c'est l'urologie. Mais de plus en plus, parce que les urologues se sont fait rares pendant très longtemps, les gynécologues alors ont dû acquérir cette compétence entre-temps pour se mettre là-dessus. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'urologues. Donc, on travaille en connexion pour la réparation des fistules. Mais en général, c'est les urologues qui s'occupent des fistules obstétricales. Alors, en quoi va consister cette réparation? Parce que lorsque la communication va se faire entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin, favorisant l'écoulement anormal des urines et ou des selles, la communication ne va pas être une communication naturelle. Donc, les bords de cette plaie, de ce canal qui s'est créé, seront des bords sclérosés, durcis, parce que le sang n'a pas circulé entre-temps. Alors, la technique est toute simple. Donc, nous allons bien exposer. Souvent, la chirurgie peut se faire par voie vaginale ou par voie abdominale. Le tout dépend de l'importance de la fistule, de sa position. Et j'allais dire qu'il y a des cas où on a des complications anormales entre la vessie et l'utérus, la vessie et le vagin. Et en fonction de la position de la fistule, nous avons des techniques bien appropriées que nous allons utiliser. Par le vagin, nous exposons bien le canal. Nous enlevons la partie qui est sclérosée, qui est durcie, qui n'est plus vitalisée. La partie dévitalisée est enlevée. Et de l'intérieur du vagin, nous fermons la vessie et nous fermons le vagin. Et nous mettons une sonde en place pour drainer les urines, pour ne pas mettre ce canal sous pression, afin qu'il n'y ait plus de fuite entre la vessie et le vagin. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines généralement, la cicatrice va survenir. On interdit à la femme d'avoir des rapports sexuels pendant 3 à 6 mois, de quoi ne pas traumatiser ce canal qui a été fermé. Et généralement, de 90% des cas, on a de très bons résultats. Et est-ce que la femme a des chances de procréer après une fistule obstétricale? Oui, la femme a des chances de procréer, mais nous recommandons dans ces conditions qu'elle soit césarisée de façon systématique, parce que lorsque cette réparation est faite et que il y a des pressions encore. Vous remettez sous tension cette fermeture qui a été réalisée, et vous mettez en danger ce travail qui a été fait, de quoi vous réexposer à une nouvelle fistule. Il faut justement comprendre que l'accouchement entraîne ce qu'on appelle le travail d'accouchement. Donc, à chaque fois, il y aura une certaine pression sur... Une pression, une distension. Voilà. C'est tout un mécanisme de ce côté-là. physiologique qui se produit... physico-mécanique qui se produit au niveau de la filière. Alors, il y a quelques années, lorsque moi j'ai commencé à parler de la fistule obstétricale, c'était bien sûr l'UNFPA qui organisait des missions pour prendre en charge ces femmes-là. Comment est-ce que ça se fait aujourd'hui au Bénin? Oui, effectivement, pendant très longtemps, c'est l'UNFPA seul qui nous appuyait dans la prise en charge des fistules. Il faut dire qu'on a des partenaires aussi qui venaient de la Suisse, un peu partout. Je veux saluer ici Charles-Henri Rouchat, qui pendant longtemps est intervenu à Tanguita, à l'hôpital
Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, où j'ai eu l'opportunité de travailler 3 ans, ils venaient. C'est même là-bas que moi j'ai fait les premiers reportages Voilà, par en rapport à ça. 2004, en 2005, j'étais déjà en service là-bas, donc j'ai 2005. vécu. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire que le Bénin a eu une chance spéciale. Parce que je vais rapidement vous parler un peu de la prise en charge de la fistule. La prise en charge de la fistule est tripartite. Il y a 3 parties qu'il faut prendre en charge. D'abord, l'identification des femmes dans les communautés, puisqu'elles sont retranchées, elles sont cachées, elles sont stigmatisées, donc complètement. Les femmes porteuses de fistule sont cachées, vous ne les voyez pas. Elles sont toutes dans leur chambre. Donc il faut aller les chercher. Il faut aller les retrouver. Donc il faut faire parfois du porte-à-porte. Il faut faire un ratissage. Il faut aller dans les maisons, dans les villages, faire des enquêtes, passer par les personnes ressources pour identifier ces cas qui sont cachés. Vous les identifiez, vous les sensibilisez parce qu'elles ne sont pas tout de suite d'accord pour se faire opérer. Elles ont peur d'être exposées, d'être humiliées, d'avouer leur situation. Donc il faut aller les chercher. Donc les organisations non gouvernementales sont chargées de le faire. Ils vont identifier ces femmes-là. Après cette phase d'identification, il y a la phase de la chirurgie, qui est une phase technique qui nous concerne, nous, en tant que techniciens. Nous procédons à la réparation. Mais la réparation seule ne suffit pas. Parce qu'une femme qui est restée en retrait pendant des années et qui doit retourner dans sa communauté a besoin d'une réinsertion sociale. Et là, c'est la troisième partie où il faut financer, il faut des moyens. Alors, généralement, il faut les former, leur apprendre une activité génératrice de revenus, leur donner les moyens de s'insérer dans la société. Et il faut avouer qu'avant, avec l'UNFPA et les autres organisations, on ne faisait que les 2 premières parties. Et la troisième partie était restée sur notre fait pendant très très longtemps. On se demandait, mais quand est-ce qu'on aura une solution pour ce problème quand même vous opérez les femmes, elles retournent en communauté, ça ne va pas, c'est comme si on n'a rien fait. Voilà. Mais aujourd'hui, la solution, c'est la fondation de la Première Dame. Vraiment, cette fondation, oui, je fais avec un grand respect, je salue cette fondation, je salue la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour nos femmes au Bénin qui sont portées de cette fistule-là. Elle couvre les 3 parties de la prise en charge des fistules. C'est une expérience du jamais vue dans aucun pays dans le monde, puisque c'est une maladie des pauvres. C'est une expérience spéciale que le Bénin est en train d'expérimenter depuis des années. Et une expérience que nous allons certainement vendre à d'autres pays. Je crois que c'est une... Le Bénin a été de toute façon toujours spécial ces dernières années. Il faut dire que vraiment, je le dis de tout cœur, je suis séduit, épaté par ce projet qui nous aide beaucoup. Je pense que nous sommes... Donc on remercie... On va vers l'éradication de la maladie. On remercie au passage la Première Dame. Oui, avec beaucoup de respect. Oui. Et moi, je vais parler des coûts. Est-ce qu'au CNHU HKM de Cotonou, mettons une grande dame, enfin, les femmes qui ont les moyens peuvent se faire réparer? Et quel est le coût? Bien sûr, quand on parle de coûts, ça varie en fonction des hôpitaux, en fonction des centres où on veut les faire. Au CNHU, en moyenne 200 000 francs. Avec 200 000 francs, celle qui a les moyens peut se faire opérer. Oui. Voilà. L'autre chose, c'est qu'au niveau de la prise en charge, vous ne m'avez pas parlé de la psychologie. Puisqu'il y a un vécu qui est derrière, est-ce que la femme n'est pas prise en charge de façon psychologique pour réparer un peu les dommages qui ne sont pas perceptibles, mais qui existent? Bien sûr, bien sûr. Et quand je parle des ONG, les 2 parties avant et après la prise en charge technique ont besoin d'un accompagnement des psychologues, des sociologues, des personnes ressources que les femmes ont tendance à écouter spontanément. Et cet accompagnement se fait normalement à l'identification des cas et après la prise en charge. Et il n'y a pas que les psychologues. Quand je parle d'initiation d'activités génératrices de revenus, et la Première Dame, sa fondation, s'en occupe parfaitement. Il y a des spécialistes qu'elle a recrutés qui forment les dames. Et elle leur donne les moyens, ça c'est terrible, elle donne les moyens de s'insérer et il y a une structure qui s'occupe de la surveillance après la réinsertion sociale. Vous voyez? Donc je voudrais saluer Mme Hanzo Clarisse du ministère de la Santé qui fait des efforts dans ce sens-là. Elles font de la surveillance après, c'est-à-dire les femmes réinsérées sont suivies dans le temps.
C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, on n'attend pas forcément les missions. Hein. Non. Et vous Non. pouvez Dès le qu'on faire. identifie les cas, nous, dès que la fondation prend en charge, on nous envoie les cas, on opère en collaboration avec les gynécologues. Et ça se passe très bien. Ça remonte à quand, la dernière fois où vous avez... Mais les femmes sont encore, les dernières femmes que nous avons opérées sont encore dans le service d'urologie au CNHU. Ah, d'accord. Oui. Donc, Ok. c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien. Et on espère que d'ici à là, évidemment, cette pathologie-là va regresser considérablement. Oui, on l'espère. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Il faut dire que c'est une pathologie des pays pauvres. Pays pauvres, pourquoi? Parce que les pays pauvres ont un système de santé immature, qui ne prend pas toutes les dispositions pour accompagner les accouchements, d'accord? Mais il n'y a pas que cette difficulté du système sanitaire qui justifie la survenue de la maladie. Il y a les obstacles sociaux, culturels, d'accord, religieux, qui vont intervenir dans ce cadre-là. Parce que généralement dans les villages, sur le plan social, vous allez voir que les parents, les grands-parents qui n'ont pas envoyé leur femme à la maternité vont s'opposer à ce que le bruit aille se faire... On prend du temps, en fait, à recourir aux soins médicaux. Il y a les obstacles sociaux, culturels et les moyens financiers. Les gens n'ont pas les moyens financiers pour aller se faire prendre en charge dans une maternité. Et quand on les réfère pour une césarienne, c'est un problème. Parfois, c'est des difficultés. Et dans ce cadre-là, il faut dire que le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour rapprocher les structures sanitaires spécialisées des populations. Et du coup, on a tous les ingrédients qu'il faut pour que notre sauce soit bonne. Je sais que vous aimez bien ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a les mariages précoces aussi, Oui, puisque il y a la précocité des mariages qui va favoriser, puisque lorsque les jeunes filles sont toutes jeunes, le bassin n'est pas assez mûr, et du coup, elles sont exposées à la difficulté à accoucher. Et ça, c'est un facteur qui favorise les fistules. Dites-vous que la plus jeune, dans ma carrière, la plus jeune fille que j'ai accouchée, puis j'ai fait des accouchements avant de devenir urologue, avait 13 ans. 13 ans. Oui, elle avait 13 ans. J'avais commandé de quoi elle faire une césarienne. Avant que le kit n'arrive, elle a accouché. Heureusement que c'était dans un centre spécialisé et on a vite guidé l'accouchement et puis elle a pu accoucher. Celle-là, par exemple, si c'était dans un village et qu'il n'y avait pas les moyens, elle est d'office candidate pour faire des fistules. Et les femmes de taille courte de moins de 1,50 m ont généralement un bassin généralement rétréci. C'est-à-dire que le système osseux dans lequel doit passer le mobile fœtal est un système qui est tellement petit que la compression d'office de la présentation contre les matériels osseux va être systématique. Donc, elles sont des candidates à la fistule obstétricale. Ah, docteur Yelvi Magloire, il adore. J'aime parler des fistules, j'aime une passion. C'est une passion pour lui. Tous les sujets, en fait, il aime bien son métier. Merci d'être passé nous éclairer. On n'a pas la prétention d'avoir épluché toutes les questions en rapport, toutes les préoccupations en rapport avec ce sujet-là. On reviendra certainement au cours de la saison pour en parler. Merci beaucoup à vous. On le retrouve justement au CNHU HKM de Cotonou. Merci beaucoup, Angélique Bidia, pour certains, malheureusement, malgré tous les combats menés aujourd'hui contre cette pathologie, pour certains, c'est clair dans leur tête, ça reste une malédiction des dieux. Non, ce n'est pas une malédiction. Enfin, pour certains, c'est malgré les sensibilisations. Et donc, vous l'avez dit, vous avez sorti une phrase d'auteur qui m'a particulièrement marqué, la fistule obstétricale, c'est quand la dignité s'écoule par le bas. Oui. Et vous êtes réparateur de dignité, on peut le dire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin, qui va d'ailleurs se poursuivre. On va parler à présent environnement après donc cette parenthèse santé. On parle environnement avec William Apollinaire Tchoki. On s'intéresse à un écosystème très particulier que nous côtoyons au quotidien.